Notre invité au micro de Suchitaua cette semaine, on va parler d'un projet important qui a vu le jour. On va parler de choses importantes en compagnie donc de nos 4 invités. Audrey Royer, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'association Podcast ou Sexiste. Podcast Podcast ou tout court. Voilà, Podcast ou Sexiste, c'est une des émissions de l'association Podcast. Très bien. Podcast. Evelyne Ferry, bonjour. Bonjour Maria. Vous êtes responsable de pôle au CIAS, le Centre intercommunal d'action sociale du pays ajaccien. Bonjour. Tout à fait, bonjour. On accueille également Elsa Peter. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de la coordination des animations à ce même CIAS. Exactement. Et puis Paul Marten, bonjour. Bonjour Maria. Chargé de projet auprès de C3S, Corse Stratégie Santé Sexuelle. Tout à fait. Alors, on va parler, on va démarrer, on a vu ces fameux collages qui se sont déroulés ces jours derniers à travers toute la Corse. Ça a été on va dire une nuit d'action. C'est ça. C'est ça. Alors, d'où vient cette idée, en fait ? Alors, le projet Quidino, c'est Audrey qui en parle le mieux. Alors, on lui cède la parole. C'est un projet qui mûrit dans notre esprit et factuellement, depuis 1 an maintenant, au début, on voulait faire des collages style Inside Out de JR, l'artiste, en pays ajaccien. Et puis, l'action nous a un peu dépassé, parce que lorsqu'on a fait l'appel à modèles en avril-mai, il y a eu 120 réponses. Et donc, avec 87 personnes qui sont allées jusqu'au bout de se faire shooter durant les 4 shootings cet été, et on s'est dit on va pas rester en pays ajaccien, on va faire ça dans toute la Corse. Et donc on a vu ces fameux visages, dont le visage d'Evelyne, dont le visage d'Elsa, dont le mien, dont le vôtre. Ouais. Voilà. Moi j'étais derrière l'appareil photo, enfin l'un des appareils photo. Quidino, en fait, quand on dit il y a 1 an, on est bien dans la période des Orange Day, qui se déroule du 25 novembre au 10 décembre. Et on s'est demandé comment travailler ensemble à un projet en fait artistique qui mettrait en fait la lumière aussi sur toutes les actions, sur cette lutte contre les violences faites aux femmes. Et c'est pour ça on est tombé d'accord en fait quand on s'est retrouvés de travailler sur ce projet photo en fait. C'est ça. Puisqu'on était déjà sur des campagnes de sensibilisation depuis quelques années qu'on faisait déjà avec la CAPA et ce réseau d'acteurs. Mais voilà, comment aller un peu plus loin en fait et de travailler avec des invisibles, des gens de la société civile, mais c'est pas moi qui en parle le mieux. Voilà, et pour amener à mettre la lumière en fait sur ces réseaux d'acteurs qui interviennent, comment elles sont pris en charge les victimes, à quelle porte elles peuvent frapper, puis après de programmer. Il y a ce grand collage dont on va parler, comme tu as dit, qui a fait un coup d'éclat dans la nuit du 23 au 24 et notamment au réveil, le 24, mais voilà, et après programmer des journées de sensibilisation et permettre aussi peut-être que les portes s'ouvrent plus facilement, que ce soit dans les établissements scolaires ou qu'on en parle et qu'on continue à en parler, puisque tous les acteurs travaillent toute l'année et pas uniquement sur ces 16 jours, donc voilà. Alors, Elsa, justement, on a reconnu votre visage parmi tant d'autres. Pourquoi c'est important de faire partie de cette campagne ? On parlera plus longuement tout au long de cette semaine des actions qui se déroulent toute l'année. Le projet artistique, Paul. Eh bien, le projet artistique, donc, parce que par le passé, je faisais de la photo, donc de me proposer comme bénévole pour faire partie de la liste de photographes était normal. Et c'était une expérience très particulière puisque le but, que les personnes aient été victimes ou pas de violences, qu'elles soient sexuelles ou intrafamiliales ou conjugales, l'idée, c'était que les personnes viennent avec ce qu'elles étaient, de façon brute, mais sans pour autant les questionner sur leur histoire, pour respecter aussi cette partie intime. Alors, oui. 4 photographes, je tiens à le préciser. Donc, Paul Marten, et ensuite 3 photographes professionnels. Magali Cancel de Bastia, Sylvie Ghislain Léandri d'Ajaccio et Thomas Leroy, un peu partout. Comment ça s'est passé ? Donc, il y a eu des réponses qui ont été données, des gens qui ont décidé de participer. Et ensuite, l'œil, en fait, qu'est-ce que vous avez voulu montrer à travers cet œil ?
Eh bien, une réalité qui n'était, enfin, en tout cas pour ma part, parce que chaque photographe a travaillé de façon avec ce qu'ils sont eux aussi. Mais pour ma part, je voulais travailler sur le corps et pas du tout sur la partie sensible, l'affect, la psyché ou autre. L'idée, encore une fois, c'était pas de tomber dans le pathos, puisque c'est un sujet qui est tragique de toute façon. Donc, de devoir l'appuyer avec des larmes ou autre chose n'était pas le premier but. Donc, il y a eu un travail avec les modèles sur le corps, particulièrement le visage, mais de concentration. Et en fait, on est ressorti quelque chose de vrai pour chacun des modèles. Ils sont systématiquement émouvants, mais pas par le pathos, par ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux-mêmes. Après, c'était une façon aussi, quand on parle de société civile, c'est de pouvoir reconnaître, comme disait Elsa, non mais parce qu'Elsa le dit beaucoup, reconnaître son voisin, son cousin, sa cousine, quoi, je veux dire, c'est de montrer pour une fois que la violence, elle touche vraiment tout le monde. Et quand on dit tout le monde, c'est pas représenté par une célébrité, par un personnage public qui va défendre, qui va porter un message. Et heureusement qu'elles le font parce que ça devient d'un seul coup populaire. Mais là, c'est justement des anonymes, des gens qu'on ne connaît pas, mais finalement qu'on rencontre tous les jours et qu'on ne soupçonne pas, en fait. Et ça ne veut pas dire que les modèles ont vécu, mais ce qu'elle voulait montrer, c'était que ça pouvait arriver à n'importe qui, quel que soit le milieu socio-professionnel, quel que soit l'âge. Quand on parlait de 7 ans à Josette, parce qu'on ne veut pas dévoiler l'âge de Josette, qui était la personne la plus âgée qui a fait ce shooting photo, c'était voilà, on est victime, on est témoin, on a des victimes collatérales, des gens qui s'engagent. Ça peut être aussi un engagement de se dire, on dit stop aux violences, voilà. Peu importe, en fait, toutes ces photos, elles étaient là pour montrer ça, quoi. Que c'était vraiment, quand tu vas de plus passer de façon... sans considérer, quoi, se dire que ça n'arrive qu'ailleurs. Quidino, c'est ça, c'est ici aussi, quoi. Ce sont des personnes qui ont candidaté, qui habitent partout en Corse, en Balagne, à Corté, dans le Cap, à Bastia, à Ajaccio, à Porto Vecchio, à Bonifacio, à Propriano, Sartène, enfin vraiment de partout, quoi. Et pas forcément des personnes qui ont vécu des violences. Je ne sais pas si c'était ça que tu voulais dire. Pas forcément des personnes qui ont vécu des violences. C'était aussi important de dire, c'est pas parce qu'on n'est pas victime qu'on ne s'engage pas contre tout type de violence. On peut être témoin à un moment ou à un autre. On peut ne jamais être témoin, mais voir dans l'actualité qu'il y a des féminicides, il y a des procès sur une violence conjugale, etc. Et c'est de dire Quidino. Ici aussi, chez nous, ça se passe et on ne veut pas que ça se passe. On réagit. Merci beaucoup à toutes les quatre. Elsa, peut-être, qui voulait rajouter quelque chose. Je voulais dire que même sur les photos, si on reconnaît la patte de chaque photographe, on a laissé les modèles en totale autonomie sur ce qu'ils voulaient montrer. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi la participation d'une maquilleuse, Laurine Molino, qui a permis aussi au modèle de s'exprimer, à choisir s'il avait envie d'être maquillé, d'avoir une poche sous l'œil. Et ça a permis aussi pour les personnes qui n'avaient pas envie de montrer leur émotion, de par ce maquillage, cette fausse blessure, d'exprimer quelque chose. Donc là aussi est l'art. Merci, à demain. À demain, Maria. À demain. Merci. À demain. Bonjour, bienvenue. Nous accueillons Paul Martin, bonjour. Bonjour Maria. Elsa Peter, bonjour. Evelyne Ferry, bonjour. Bonjour Maria. Également Audrey Royer, bonjour. Bonjour. On a parlé de Quidino, c'est ce qu'on voit sur vos t-shirts. On a largement évoqué cette campagne de collage, mais ça va au-delà de ça. On est dans le cadre des Orange Day. On parle des violences faites aux femmes, on parle des violences intrafamiliales, les violences sur les enfants aussi, parce qu'on a le sentiment que les enfants sont souvent les oubliés de l'histoire. Oui, tout à fait. Ah oui. Et encore une fois, là, au mois de septembre, le gouvernement a décidé de reparler des violences, notamment violences sexuelles intrafamiliales faites aux enfants. Donc, du coup, ça faisait quand même plus de 20 ans que le gouvernement n'en avait pas parlé. Donc, c'est que le sujet devient important et pas plus qu'avant, mais qu'en tout cas, la problématique est soulevée. C'est la chose à faire maintenant. Ouais. Oui. Et sachant qu'on sait, après c'est des thématiques en termes de prévention, on le sait, les victimes collatérales, les enfants sont en première ligne, quand il y a des violences au sein d'un couple ou d'une famille, même quand on veut les épargner, ils ressentent tout, ils voient tout, et malheureusement, dans leur construction, ils vont se construire en adéquation ou
ou en opposition, et quand c'est en adéquation, s'ils vont reproduire des schémas, et donc si ça n'a pas été pris en charge avant, voilà, pour déconstruire toute cette image, c'est assez compliqué. Et si c'est en opposition, là aussi, pareil, avant de se trouver soi-même, d'évacuer toute la colère ou ce genre de choses, ça devient aussi complexe. Donc c'est vrai que de libérer la parole, c'est libérer celle des femmes, mais c'est aussi que les enfants puissent en parler. D'ailleurs, pour ce projet, on a proposé aux personnes, parce que lors de l'appel à un modèle, il y a plusieurs personnes qui m'ont raconté leur histoire. Et donc, du coup, j'ai proposé, lors du shooting, aux personnes de témoigner. Donc, il y en a plusieurs qui ont accepté. Je rappelle, pas toutes les personnes qui font partie de cette campagne photo ont été victimes de violences. Ce sont uniquement des personnes qui s'engagent. Mais parmi elles, certaines ont vécu des violences et dont une femme qui a vécu des violences verbales et par la suite physique lors de son enfance par son beau-père. Donc ça arrive aussi, il n'y a pas forcément que des violences conjugales, parce que lorsqu'il y a violence conjugale, il y a potentiellement également violence verbale envers les enfants, voire jusqu'à violence physique ou sexuelle. J'irais même plus loin, c'est-à-dire que depuis quelque temps, on s'interroge et on s'intéresse aussi à la violence faite aux animaux. Et aujourd'hui, il faut savoir que les vétérinaires ont, je dirais pas le droit, mais le devoir d'informer le procureur lorsqu'il y a des violences faites sur un animal où il y a soupçon. Et le procureur engage dans ces cas-là une enquête au sein de la famille, parce que lorsqu'il y a violence faite sur un animal, il y a de fortes malchances, pour qu'il y ait des violences faites au sein de la cellule familiale. Donc ça, c'est intéressant, parce que aujourd'hui, c'est un signal d'alarme. Oui. C'est un signal d'alarme. Oui. Et puis, moi, je me suis rapprochée souvent de la CRIP, de la cellule de signalement des situations préoccupantes. Et souvent, je dis, mais les gens n'osent pas signaler un problème, quand on entend des cris, quand on entend des déplacements de meubles un peu bizarres la nuit. Enfin, bon, ça arrive dans les immeubles, partout. Et les assistantes sociales me font toutes les mêmes retours. Ils me disent, mais il vaut mieux signaler pour rien que ne pas signaler de retrouver des morts, en fait, à un moment donné. C'est important aussi, cet engagement de tout à chacun, il est aussi de dire voilà, qu'on ne ferme pas les yeux ici aussi, il y a de la violence et on sait qu'elle existe, et que tout à chacun, on peut avoir la possibilité d'aider, d'orienter, donner une information, ne serait-ce que de donner une information à quelqu'un, lui dire, tu sais, tu as telle association qui s'occupe de ça, ou telle structure, tu peux aller voir. C'est pas forcément nous qui allons pouvoir aider ou accompagner la personne. C'est pas ça, mais en tous les cas, il y a des réseaux structurés qui existent et il peut y avoir des prises en charge. Oui, tu veux dire Non, j'allais dire que des fois, le signalement peut faire peur aussi. Je souris, mais c'est pas drôle. J'ai eu une histoire qui m'est arrivée il y a quelque temps. J'ai dit à un couple qui vit près de chez moi, ils étaient tous les deux ensemble, et je leur ai dit, à lui particulièrement, que je pouvais soupçonner qu'il y avait des violences dans le couple, puisque j'entendais des bruits, des cris, des choses comme ça. Et mes amis m'ont répondu, mais Elsa, tu es dingue d'avoir osé lui dire ça en face. Mais finalement, d'autres m'ont dit que j'avais eu beaucoup de courage de le faire. Et moi, je regrette pas, parce que je les ai regardés tous les deux, et elle a paniqué, elle m'a dit non, elle m'a montré son cou, et je trouve même sa réaction étrange, en fait, parce que... Et je trouve que, en fait, des fois, signaler... C'est difficile parce qu'on a peur des représailles, mais il faut le faire, même si c'est de façon anonyme. Et puis parfois, certaines personnes redoutent, entre guillemets, le signalement parce qu'elles ne savent pas comment expliquer les choses. Et il faut savoir qu'il y a des structures, je pense notamment à la Corsavem, qui peut conseiller sur la rédaction d'un signalement pour que justement celui-ci ait une chance, en tout cas, d'être retenu par le procureur. Mais même un témoin peut aussi s'adresser à un membre du réseau, dire moi j'ai entendu ça, tous les soirs il se passe ça, et on peut lui dire bon ben on peut le 17 faire le 30, mais même faire le 39-19 ou il y a des proche de chez nous justement, quel peut être le rôle par exemple du CIAS, parce que vous entrez dans les familles, vous êtes au contact des familles, comment ça peut fonctionner? Est-ce qu'on peut pousser la porte du CIAS? Est-ce que tout à fait, oui, par rapport au pôle social qui est situé, on peut le dire, 3 rue Sœur-Alphonse à Ajaccio, où il y a toute une équipe d'assistance sociale avec des assistantes sociales par quartier, donc ils connaissent bien leur territoire.
Et effectivement, on peut s'y présenter en cas d'urgence. Et puis après, le CIAS détient tout un réseau. Hein. Oui, mais même si on est au courant, après, nous, on n'est pas forcément assistante sociale ou conseillère ou éducateur spécialisé, mais si on regarde dans le cadre d'une animation, d'une conférence, parce qu'on fait aussi des sensibilisations, on peut récolter cette parole et accompagner la personne, l'orienter. On est vecteur aussi à un moment donné, on aiguille les gens sur les bonnes personnes, que ça soit en interne ou sur les partenaires. Je pense que les 3 structures présentes ici, les gens peuvent venir nous parler et nous on oriente. Moi c'est souvent sur les réseaux sociaux par exemple que j'ai des personnes qui viennent et qui me disent voilà, je me questionne, je sais pas mais j'aimerais aider mon amie qui je pense qu'elle est victime ou qu'elle est victime, etc. Je pense que Paul aussi par toutes ces activités est souvent confronté à des personnes qui vont témoigner également, et Paul accompagne jusqu'à un accompagnement de structures sur le territoire. Et donc, ce que je voudrais préciser aussi, c'est que sur le site quidino.corsica, il y a une page contact où ce sont plein de structures. On a essayé de toutes les référencer. Alors, on va le mettre à jour régulièrement. Mais ce sont des structures qui sont toutes présentes sur notre territoire. C'est important aussi de faire ça parce que ce sont des structures de proximité qui connaissent le terrain, qui connaissent la façon de vivre des insulaires, etc. Et voilà, ce sont des personnes qui, ne serait-ce que pour prendre des infos, bon, je sais pas, mais au cas où, on a une question, on se rapproche d'un des interlocuteurs qui correspond à la question que l'on a et on peut obtenir une réponse. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. À demain. À demain. Bonjour, bienvenue. Nous accueillons Audrey Royer. Bonjour. Bonjour. Directrice de l'association Podcast. Evelyne Ferry. Bonjour. Bonjour. Responsable du pôle du CIAS du pays ajaccien. Nous accueillons également Elsa Peter, bonjour. Bonjour. Responsable de la coordination des associations à ce même CIAS. Et puis Paul Martin, bonjour. Maria, bonjour. Chargé de projet auprès de Corps Stratégie Santé Sexuelle. Donc on est en plein dans la semaine contre les violences faites aux femmes. Il faudrait que ce soit toute l'année finalement. Hein. C'est un peu le sentiment qu'on a quand on vous écoute depuis le début de la semaine. J'espère que c'est toute l'année quand même que les Orange Days, c'est vraiment un focus sur 16 jours. C'est vraiment toutes les structures, heureusement, travaillent toute l'année. On est juste le projet Quidino, c'est vrai, c'est un gros projet qu'on travaille depuis 1 an, mais c'était comment mettre encore plus en lumière et encore plus en avant cette question en fait de lutte, d'innover aussi sur les outils. On a voulu faire un format un peu événement, puisqu'en fait, ça a mis 1 an à se créer, et puis on a gardé ça secret jusqu'au 24 où la Corse entière a pu découvrir nos portraits. Alors, c'est des associations qui sont présentes. On a vu beaucoup de travail aussi auprès des forces de police, de travail avec le parquet aussi. Il est vrai que jusqu'à présent, peut-être quand on poussait la porte d'un commissariat, il m'est arrivé, moi, d'être dans le hall d'un commissariat et de voir une dame arriver avec ses enfants dans une situation délicate, et puis on la reçoit dans le hall, elle n'ose pas parler. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses ont changé de ce point de vue-là ? Oui, tout à fait, et on peut remercier cette sensibilisation nationale qui fait aussi bouger les choses au sein des structures, notamment les commissariats et la gendarmerie. Un nouveau dispositif qui existe depuis maintenant 1 an et des poussières sur le territoire insulaire, c'est la Maison Protection des Familles, donc 2B et 2A. Une est présente à Bastia, l'autre à Ajaccio, et elles se déplacent auprès des personnes victimes. Elles sont formées, notamment au protocole Niche qui a été créé par le professeur Mireille Cyr au Canada et qui est validé depuis plus de 30 ans là-bas. Donc, c'est pas qu'on a 30 ans de retard, mais en tout cas, on n'a pas 30 ans d'avance. Et les gendarmes sont formés au recueil de la parole, au dépistage même des violences. Et c'est un super... Oui, dédié par la CAPA. C'est ça.
à ce niveau-là, quoi. Donc, et la victime peut avoir la chance, en fait, elle n'est pas obligée même d'aller directement dans cet espace de maison de protection des familles. Si elle souhaite être reçue, entre guillemets, dans un café, dans un bar, chez elle, dans une voiture, c'est possible. Parce qu'à la maison de protection des familles, on a travaillé avec, nous dit qu'elle s'adapte en fait à la personne qui souhaite parler. Si elle est seule, la personne, que dans sa voiture quand elle va faire les courses, une interlocutrice de la maison de protection des familles, donc il y en a 2 en Corse, à Bastia et à Porto Vecchio. Les personnes se déplacent là où la personne victime souhaite parler. Ouais. Et parallèlement, il y a quand même une maison des auteurs qui a été mise en place sur Corté. Hein. Je veux dire, les choses évoluent, elles évoluent lentement. Mais elles évoluent en tous les cas en Corse. Et le commissariat aussi, qui n'a pas un dispositif dédié, mais une personne, je crois que c'est le commandant, enfin je ne sais plus le nom et je vous prie de m'excuser, mais en tout cas qui est formé au recueil de ces paroles. À l'hôpital aussi, il y a maintenant du personnel qui est formé pour recevoir les personnes qui sont, enfin les femmes qui sont victimes de violences. Il faut voir que la loi oblige aussi... La loi, heureusement que le législateur fait évoluer les choses. Alors chez nous, c'est un peu plus lent au niveau des violences au travail, sexistes et sexuelles au travail. Dans les entreprises de plus de 250 salariés, il y a une obligation à avoir un référent violence. Ce n'est pas le cas pour les... Alors chez nous, il y a beaucoup de TPE et de très le tissu économique fait que... Voilà, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'acteurs au niveau des CSE, des syndicats, qui se forment à ces thématiques-là, qui ont des conseillers juridiques, qui peuvent les accompagner. Et donc, c'est dans tous les domaines. Heureusement, cette question est prise à bras-le-corps. En fait, il faut rentrer dans le réseau. Une fois qu'on rentre dans le réseau, par n'importe quelle porte, on est dans le réseau. Et les structures du réseau se connaissent et savent vers qui orienter la personne pour la problématique qu'elle rencontre. Donc voilà, si vous souhaitez ne serait-ce que poser une question, c'est important de le faire et ensuite vous serez bien pris en charge. Le réseau, on passe la porte par quel biais en fait? Peu importe la structure, qu'elle soit associative, institutionnelle, qu'elle soit dans l'hébergement, l'accompagnement juridique, l'accompagnement social ou une association de bénévoles. Peu importe en fait la porte que l'on franchit, il y aura de ces personnes-là sont en réseau et un accompagnement sera proposé. Et en fonction du moment où on est en fait dans sa démarche, on apportera une réponse. Et souvent les gens ils entrent et ils sortent des dispositifs. En fait, on ne se réveille pas un matin en disant c'est bon je pars. Ça marche pas comme ça. C'est des processus qui sont lents. On va peut-être rencontrer une assistante sociale plusieurs fois. On va rencontrer peut-être un médecin plusieurs fois. Et puis un jour, ça va être une copine qui va dire, mais tu sais, à l'association Savannah, ils font des ateliers. Tu verras, ça va t'occuper. Non, mais ça va t'occuper, tu vas pouvoir en parler. Voilà. Ou dire, ils vont assister à une conférence où leurs enfants vont assister à une conférence ou à un atelier. Et ça va parler à un moment donné. Et la personne... petit à petit, va faire son chemin, ou même des fois, des personnes qui sont dans l'ignorance de tout ça vont peut-être ouvrir un peu plus les yeux sur leur environnement. Oui, Audrey me lançait sur les caravanes. Il va y avoir un événement au mois de janvier, les caravanes d'Arnaud Gallet, donc, qui est activiste chez Be Brave France, qui est victime et proactif pour défendre les violences sexuelles intrafamiliales. Et ces rendez-vous auront lieu dans toutes les grandes villes de Corse. C'est un débat inversé. C'est un débat inversé où justement la société civile est largement conviée, mais aussi les professionnels de justice et les professionnels de santé, pour écouter aussi ce que la société civile a à nous dire, pour qu'on améliore en fait le parcours des personnes victimes. Parce que c'est vrai qu'on travaille en réseau. On essaye de faire au mieux par rapport à ce que l'on nous apprend, nos formations, etc. Mais c'est la société civile qui sait avant tout et mieux que nous ce dont elle a besoin. Donc l'idée de ces rencontres, c'est de permettre justement l'amélioration du parcours justice et du parcours de santé pour arrimer ces deux pôles ensemble, pour apporter le meilleur à la personne victime, qu'elle soit mineure ou majeure. Mais après, j'allais te dire, Maria, ici aussi, vous êtes un acteur. Pour nous, les médias, quand on relaie ce genre d'action et de dispositifs, on vous laisse aussi une information et on rappellera les numéros aussi de téléphone ou le site sur lequel les gens peuvent aller. Quand vous en parlez, quand vous véhiculez, vous faites partie, en fait, Vous êtes un acteur au même titre que les autres, et c'est pas parce que vous rencontrez pas des victimes, et encore, je suis sûre que vous en rencontrez, et malheureusement,
dans toutes les dans tous vos non mais toutes les émissions que vous faites, à un moment donné, il y a des choses et on vous interroge. Donc d'avoir ce genre d'informations et de pouvoir transmettre un numéro, un mail, on est acteur du réseau. On peut tous être acteurs en fait du réseau. Alors évidemment, il y a des choses très institutionnalisées parce que ça ne peut pas être autrement. Quand on parle d'hébergement d'urgence, quand on parle de prise en charge financière, évidemment qu'il y a des structures. Mais même avant ça, de se dire qu'on peut franchir la porte d'Alta Frequenza et qu'on peut trouver un violentomètre ou un numéro de téléphone ou un mail, voilà, c'est n'importe où en fait. On est tous acteurs en fait de ces réseaux. Merci, à demain. À demain. Bonjour, bienvenue. On retrouve nos 4 invités pour parler donc de ces violences faites aux femmes, de ce réseau le plus large possible pour lutter contre toutes ces violences, y compris intrafamiliales. Evelyne, on abordait hier l'hébergement d'urgence parce que c'est vrai que c'est la première chose auquel on pense quand on décide de partir, qu'on soit seul, qu'on soit avec des enfants. Et en Corse, c'est vrai que ça a toujours été un peu compliqué. On sait que la collectivité de Corse avait un projet de rénovation d'un grand bâtiment. On sait qu'il y avait tout ça. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et une femme ou un homme d'ailleurs, parce que bon, la majorité ce sont des femmes qui sont victimes de violences, mais il peut y avoir aussi des hommes. Mais quand on décide de partir, on va où? On va où déjà? C'est bien d'avoir décidé de partir. Malheureusement, c'est toujours les personnes qui sont victimes encore aujourd'hui qui partent parce qu'il n'y a pas de structure pour non plus faire partir les auteurs et tant qu'il n'y a pas non plus de procédure, c'est difficile. Il faut voir que les places d'hébergement d'urgence sont décidées et par péréquation sur le territoire. C'est une péréquation nationale et après, il y a un nombre de lits qui est décidé au niveau régional par le biais de l'ARS, je crois. On ne décrète pas de faire des maisons d'accueil ou des centres d'hébergement, d'avoir des places réservées de façon aléatoire. Donc évidemment, il n'y a pas beaucoup de lits. Il y a des structures comme la FALEP ou la Fraternité du Partage qui ont même des appartements, en plus des centres d'hébergement, voilà, qui ont des lits et des places réservées, mais ça reste de l'hébergement d'urgence, malheureusement. Alors, ils essayent toujours d'améliorer cette offre, ce qui n'est pas forcément évident. Il faut que ça soit discret, mais en même temps que ça soit accessible, surtout quand il y a des enfants, parce qu'il faut penser à la scolarisation. Quand on part de la maison, souvent, on n'a pas de travail, pas de compte bancaire. Il y a toute une situation sociale à reconstruire. Voilà, et donc tout un accompagnement qui est fait par les éducateurs, par les travailleurs sociaux qui travaillent en réseau. Alors c'est vrai qu'il y avait ce projet de foyer pour les femmes, et c'est très bien. Et j'espère qu'il verra le jour. Ça demande un gros investissement financier, mais aussi quand on a des vieux bâtiments, de remise aux normes, de remise en sécurité. Tout ça prend du temps, mais en attendant, il faut trouver des solutions, et souvent on paye aussi des billets d'avion pour celles qui arrivent à partir, qui veulent partir, qui acceptent de partir. Il y en a pour qui c'est presque obligatoire. Quand le harcèlement est sur un territoire petit comme la Corse, c'est sûr que ça peut avoir certains avantages, puisqu'on peut intervenir peut-être plus facilement. Et du coup, on perd des fois un peu le lien avec le parcours, quand on est obligé on confie la situation à d'autres structures sur le continent, mais parfois c'est vital de pouvoir payer ça. Donc, il faut trouver les financements. C'est pour ça aussi que les associations répondent à des appels à projets pour avoir les financements, parce que ça coûte de mettre en sécurité, de permettre aussi les gens, ils partent des fois sans bagage, sans rien. On paye des nuitées en attendant de trouver un appartement ou un endroit sécure pour vivre. Et retrouver ses marques, ça prend du temps. Et franchement, les travailleurs sociaux, et que ça soit aussi les associations, toutes les associations qui travaillent dans ce domaine-là font un travail formidable. Mais qu'on peut, j'allais dire, c'est presque rageant de ne pas pouvoir les mettre plus en avant et de dire « allez là », parce qu'on ne veut pas donner l'adresse. Je veux dire, alors, il y a un accueil de jour maintenant qui a vu le jour. C'est très mignon. C'est une action coup de poing. Je sais, il faut que j'arrête avec mes formules. Prenez le relais. Non, qui permet justement aux personnes qui ne sont pas encore prêtes à partir de trouver une soupape à un moment donné pour pouvoir libérer la parole, trouver des professionnels, des psychologues, des travailleurs sociaux qui sont à leur écoute et qui vont les aider à prendre confiance et à se dire, voilà, est-ce que je peux rester, est-ce que je peux partir, comment je peux partir. Parce que le projet de partir, déjà quand elles ont ce projet de partir, elles ont fait un grand pas quand même.
Oui, et puis il y a au niveau de la santé mentale, il y a un énorme travail à faire parce que même avant de repenser, trouver un travail, se reconstruire, etc., il y a cette reconstruction psychique de toute façon qui est inévitable. On sort pas de violences conjugales, de violences sexuelles intrafamiliales, de violences sexuelles tout court, comme ça. C'est pas juste le départ quelque part, c'est pas juste de trouver un travail. Ça contribue à la reconstruction de la personne. Mais il y a à reconstruire des années derrière de violences terribles. Donc quand un centre d'hébergement récupère une femme ou un homme ou un enfant, je veux dire, il y a un vrai travail aussi de reconstruction, de confiance. Et là, c'est les compétences psychosociales, c'est psychiatres, etc. En fait, il faut absolument que encore une fois, que les professionnels de santé travaillent ensemble, chacun à son échelle, tout en laissant à la personne le choix de choisir son mode de reconstruction. C'est ça, et tout ne passe pas par la justice. On sait qu'on connaît la lenteur, on connaît les difficultés. C'est pas que la justice ne veut pas trancher, elle ne tranche que sur des faits, que sur des preuves. Et des fois, même les jugements qui sont posés sont insatisfaisants pour les victimes, en tous les cas, ou les familles, et pour les familles de victimes. C'est pour ça que toute la reconstruction, elle se fait. Il y a autre chose. Il y a aussi le juge, il permet de dire on m'a reconnu victime. C'est vrai que ça aide. Mais déjà, si on se reconnaît soi aussi victime, ça aide au processus. Tout le monde n'est pas obligé de passer par une procédure, mais il y en a pour qui c'est essentiel. Donc, chaque cas est un cas particulier et on ne peut pas dire « moi, je referais comme ça ». Non, tant qu'on ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas se mettre à la place d'eux. Justement, pas de jugement, c'est ça qui est très important à poser. Peut-être que vous vous en apercevez aussi, vous, dans les animations, dans les gens que vous rencontrez, dans l'approche qu'on a de ces victimes, même qui s'ignorent finalement. Oui, des fois, c'est des victimes qui s'ignorent. Après, nous, la chance qu'on a, c'est qu'on s'occupe de l'animation. Et effectivement, c'est dans un cadre plus détendu. Et c'est comme ça aussi, par des discussions, quand on est en sortie ou quand ils sont en train d'attendre le cours de yoga, de pilates, on discute avec eux et c'est comme ça qu'on décèle des besoins. Alors que ce soit des besoins au niveau alimentaire, on se rend compte qu'ils sont dans la précarité, on se rend compte qu'ils subissent des violences. Et c'est par ces échanges-là qui sont plus humains que agent d'une institution avec un senior ou avec une femme ou un homme. Ce rapport-là, qui est plus d'humain-humain, plus direct, nous permet de déceler certaines anomalies, je dirais. En tout cas, ils se permettent d'en parler parce que finalement, on n'est pas un agent, on est et puis d'en parler entre eux. Ce sont des discussions informelles. Oui. Mais comme quand ils répondent au micro d'Audrey, parce qu'elle vient souvent, maintenant régulièrement, dans différentes activités, on la sollicite aussi. Quand on a fait le podcast en direct, il y a des gens qui se sont révélés, qui ont voulu vraiment être là, parce qu'ils se sont sentis aussi en confiance. Pas dans le jugement, comme tu disais, Maria, ou de pouvoir parler d'eux, de partager leur expérience et de dire aussi ça peut servir pour quelqu'un d'autre. D'être toujours ce lien. Vraiment, les gens sont surprenants. Et les jeunes, moi je trouve que les jeunes sont surprenants par leur questionnement, par leur positionnement. Ils ne nous trouvent jamais assez percutants. Excusez-moi, encore un mot, mais ils disent qu'on doit aller plus loin, qu'on doit choquer. Voilà. Après, on ne peut pas tout se permettre non plus, mais on entend chez eux cette volonté de dire « mais allez-y, nous, on vous suivra ». Comme ça, Paul pourrait en parler peut-être mieux aussi, mais on sent que la société, justement avec les réseaux sociaux, avec tout ça, il y a une dichotomie entre le corps et l'esprit. Et donc, c'est d'arriver maintenant à leur dire qu'il faut qu'ils se rassemblent, en fait, de respecter leur corps, de respecter les autres. Je ne sais pas si tu veux dire... c'est entièrement ça. Il faut repartir en termes d'éducation. Si on parle des jeunes et de sensibilisation, c'est évident qu'il faut se rassembler. C'est important, rassembler ce qui a été rassembler les gens et se rassembler. La pornographie, ça a un effet et un impact qui est dévastateur. Donc, apprendre à des jeunes que, ok, la pornographie, elle existe, mais qu'avant d'être dans des fantasmes, parce qu'on a le droit d'avoir des fantasmes adultes, etc., mais de revenir
revenir à son propre corps, à son propre désir, sa propre envie. C'est super important, et de respecter à la fois son partenaire, parce que peu importe le sexe du partenaire, mais de respecter son partenaire et de se respecter soi-même, de ne pas être dans une tendance parce qu'on le voit de part et d'autre et que c'est vendu comme quelque chose de normal, quoi. Elsa, Ouais. Ça me fait rire qu'on s'ouvre une phrase avec un mot très... Moi, je voulais mettre en avant le côté intergénérationnel, parce qu'en fait, quand on a des discussions entre, par exemple, une dame senior et un jeune homme, une jeune femme, entendre quelqu'un de senior de dire bon, ben maintenant, tu es jeune, vis ta propre vie, sois indépendant, ne te laisse pas diriger, fais tes propres choix. L'aspect intergénérationnel, il est intéressant puisqu'on imagine que les personnes âgées vont avoir un discours très arriéré, archaïque, en disant voilà, toi tu dois rester à la maison, lui il va travailler. Et en fait, quand on parle aux seniors et qu'on discute vraiment avec eux, on va les entendre conseiller les jeunes en disant mène ta vie, voyage, découvre. Et ça, c'est super intéressant. Et souvent, les jeunes, ils sont là en mode j'aurais jamais pensé cool, qu'on me dise des choses comme ça. Il y a beaucoup plus de tolérance, mais souvent. Totalement. Oui, parce moi, que je trouve ce rapport grand-parent-petit-enfant, les jeunes, des fois, ont tendance à vouloir copier les choses des grands avec toutes les obligations et les injonctions, alors qu'en fait, finalement, ces grands-là leur apprennent la liberté. Merci. Un dernier petit mot. Rendez-vous sur le site cuidino.corsica pour avoir tous les contacts, etc. Et même des témoignages. Parfait. On vous dira tout ça demain. À demain. À demain. Suggeda Viva, voyage à travers la société corse avec Maria Lanfranchi. Suggeda Viva, voyage à travers la société corse avec Maria Lanfranchi. Bonjour, nous accueillons Audrey Royer, Evelyne Fehr, Elsa Peter et Paul Marten pour ce dernier rendez-vous de la semaine. Cuidino, on en a parlé depuis le début de la semaine. Avant de reparler du projet, juste peut-être une petite parenthèse, vous parliez de pornographie hier, les émissions de télé-réalité. Avec ce vocabulaire, cette façon de se parler entre jeunes, est-ce que justement, c'est pas, et souvent on prend un modèle là-dessus. Et ces couples toxiques aussi. Voilà, on a cherché, nous, à la radio, des analyses un peu sociologiques, savoir quel pouvait être l'impact de ces émissions. Est-ce qu'on a des retours ? Il y a un super livre, La fabrique du sexisme à travers la télé-réalité, à lire. Voilà. Mais sinon, Paul, je pense qu'elle peut... Moi, ça fait 7 ans, à titre personnel, que je ne regarde absolument plus la télévision. Mais j'ai connu quand même les téléréalités dans les années 2000, puisque dans les années 2000, j'étais encore au collège et qu'il y a eu cette première téléréalité qui était Love Story. Bon, bien heureusement, ça n'a pas impacté, en tout cas, je crois, la personne que je suis. Mais je trouve excessivement dégradant, en fait, que ce qui est représenté des jeunes soit dans ce genre de médias. Je ne sais pas comment appeler ça, mais bon, on est dans du consumérisme de conneries. Excusez-moi, on est à la radio, mais c'est quand même tragique. Et je crois qu'il y a des gens de ma génération qui regardent là, les trucs marseillais, machin, ou je ne sais pas trop quoi. Mais très, très franchement, c'est une honte de laisser ces enfants là-dessus. Et même pour une personne de 30 ans, c'est pas normal d'être devant ces émissions où on est censé se reconnaître. Moi, je non, mais c'est bien, vas-y, rentre dans l'art. Pas parce que je pense qu'il y avait un langage même beaucoup plus cru et plus ouvert dans les années 80, parce que moi, je les ai vécus. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas tellement ce qu'on montre à la télé, c'est comment on le regarde. Pour moi, il y a une éducation, quel que soit le média, et une place des parents aussi à éduquer sur la façon de regarder les choses, d'avoir un point de vue critique. Et c'est de ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on nous montre, ce que l'on lit, ce que l'on entend. Et alors moi, je pointe plutôt une défaillance parentale, mais pour X raisons. Et là, on pourrait parler de précarité à tous les niveaux, culturels, intellectuels, financiers, de ce qu'on veut. Et malheureusement, quand les médias sont devenus un peu les nounous des enfants d'aujourd'hui, et qu'on laisse c'est des nounous qu'on laisse sans surveillance, en fait. C'est en roue libre. Moi, j'ai regardé le Colaro Show ou ce genre de choses, ou le Petit Rapporteur, où il y avait quand même des choses et un langage qui n'était pas forcément... Il y a des choses qui étaient dites à l'époque
qu'on ne laisserait plus dire aujourd'hui. Oui. Mais c'est pas pour autant que dans mon évolution et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui avaient un œil sur moi et qui m'ont permis d'avoir un sens critique et de discerner le faux du vrai. Voilà, donc c'est pour ça que bien sûr je n'approuve pas ce genre d'émission, mais je pense que c'est ce qu'on en fait, parce qu'il y a des émissions qui étaient bien pires. Voilà. C'était pour la petite parenthèse. On va conclure sur Quidino. Comment est-ce qu'on fait pour se renseigner et puis peut-être revenir aussi sur cette action qui a eu lieu pour remercier un peu tout le monde. Oui, c'est ça. C'est que du coup, la nuit du 23 au 24 novembre, il y a eu des collages partout en Corse. Donc à Ajaccio, à Corte, Bastia, Balagne, Vico, Sainte-Marie-Siché, Petreto, Sartène, Propriane, Porto Vecchio et Cervione. Voilà, donc des commandos vraiment de partout. On était toutes connectées sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp notamment. Donc merci en tout cas à toutes les bénévoles, toutes et tous, d'avoir participé, de ne pas avoir compté leurs heures sur ce projet. Merci également du coup à Atoupub pour la rapidité et le soutien voilà, qu'ils ont eu sur le projet jusqu'à la dernière minute. Le CFA de Haute-Corse aussi qui nous a donné l'accord assez rapidement la dernière journée quand on était un peu en galère. Le rectorat. Le rectorat. On ne l'a pas assez dit, je pense, là maintenant, mais le rectorat qui a été un appui exceptionnel. Non, mais en tous les cas, l'appui d'Aurore Geneston, qui est la directrice de la com, du service com du rectorat, et vraiment qui nous ont ouvert la porte de tous les établissements, collèges et lycées, et du formidable travail quand même qu'elles ont fait d'appel aux établissements, parce que ça, pendant 3 semaines, appeler, avoir les autorisations, que ce soit les établissements scolaires, les lieux passants, comme la Citadelle ou l'hôpital d'Ajaccio, quand même le CCS de Portich. Vraiment, la CCS de Portich, ils ont été formidables. Ils nous ont laissé leur grille largement comme beaucoup de... L'Université de Corse aussi, sur les établissements scolaires, la mairie de Cervione, la médiathèque de Petreto. Donc, Audrey a fait ce site qui s'appelle quidino.corsica, sur lequel on peut retrouver toute la construction du projet, ce premier aboutissement d'affichage, de collage, et qui va maintenant déboucher aussi sur une programmation d'intervention, de prévention et de sensibilisation dans les établissements qui en feront la demande. Il y en a déjà qui sont programmés. Et dans toute la Corse, se déplacent. Et voilà, et on peut retrouver les informations et notamment les numéros de téléphone aussi, on le sait. Et voir les collages, c'est... de voir toutes les photos d'où ont eu lieu les collages dans les 17 villes en Corse. Et peut-être qu'on peut dire aussi que de toute façon, le projet Quidino qui a eu lieu ne s'arrêtera pas et que ce qui a eu lieu la nuit du 23 au 24 octobre ne sont que les prémices de grandes choses. De grandes aventures. Et merci à notre financeur également, Vive Healthcare, qui nous a vraiment soulagés dans la dernière ligne droite. On a eu les financements 1 semaine avant, mais ils nous ont vraiment aidés pour se libérer à la dernière minute de pas mal d'achats qu'on a dû réaliser. Donc moi je rappelle le numéro de téléphone, c'est le 3919. Voilà, il ne faut pas s'en priver. Et il y a un numéro local qui a été mis en place par la préfecture de Corse. Donc le 0800 400 235. Il ne faut pas hésiter. Mieux vaut appeler pour rien. Oui, il vaut et le mieux 17 Exactement. également. Merci beaucoup à toutes les 4. Merci Maria.